Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition télévisée de La Voix de la Russie. Oui, cette fois sur le plateau, parce qu'en fait, nous avons plus l'habitude de faire de la radio, mais les tendances changent un petit peu. Alors, nous sommes deux dans le studio. Je suis Françoise Compoint et donc ma collègue Anna Karpova. Bonjour. Et nous avons l'honneur, parce que c'est le moins qu'on puisse dire, d'accueillir aujourd'hui, enfin de manière virtuelle, mais c'est déjà ça, le député indépendant, enfin fédéral indépendant belge, monsieur Laurent Louis, donc un jeune député dont vous avez pour beaucoup sans doute entendu parler, qui est par ailleurs le fondateur du mouvement Debout les Belges, donc son président, et qui, selon ses propres dires, donc a été fondé en novembre 2013, pour être plus précise, cela en vertu d'une volonté, si vous voulez, d'œuvrer à la réconciliation et à l'unité nationale. C'est bien ça, monsieur Louis ? Oui, tout à fait. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Louis. Alors, je pense que on va attaquer tout de suite. Je vais donner la parole à ma collègue. Donc, la première question qui s'impose, quelles sont les principales raisons de la levée de l'immunité parlementaire qui vous ont infligé? Écoutez, c'est avant tout des raisons politiques. Il faut savoir que l'enquête a été mise en œuvre à la demande de la ministre de la Justice et de la ministre de l'Intérieur, donc des concurrents politiques directs, parce qu'il est clair que les sujets que j'aborde au Parlement et les dossiers que j'ouvre dérangent énormément la classe politique belge. Et donc il faut par tous les moyens me salir ou me réduire au silence. Et donc c'est ce qu'on a essayé, et ce qu'on essaie toujours de faire en voulant me poursuivre au pénal pour des faits totalement farfelus. C'est vraiment ridicule. Les accusations ne reposent sur rien. On me reproche d'avoir outragé le Premier ministre. Et de quoi s'agit-il ? Mais j'ai outragé le Premier ministre, soi-disant, le traitant de pédophile. Ouais. Bon, voilà, mais tout ça est basé sur énormément de PV où il est accusé de ces faits par des témoins crédibles. Malheureusement, il n'y a jamais eu la moindre suite qui a été donnée à ces PV, parce que voilà, étant donné la personnalité de M. Di Rupo, on ne le poursuit pas. Donc, je m'excuse, mais on peut s'appeler n'importe comment. On n'en reste pas moins injusticiable comme les autres et on n'est pas au-dessus des lois. On me poursuit pour avoir diffamé un journaliste. C'est comique parce que ce journaliste, à longueur de temps, se plaît à m'insulter dans son journal, si on peut encore appeler ça un journal. On me poursuit pour soi-disant recel du dossier du trou, mais tout ça semble très obscur parce que, à écouter le procureur du roi hier en audience de la Chambre du Conseil, je ne sais pas très bien si lui-même sait ce dont il parle quand il parle de recel. J'ai l'impression qu'on mélange énormément de choses. Et puis finalement, on me poursuit aussi pour avoir diffusé une liste de prétendus pédophiles. C'est ridicule parce que ce sont à chaque fois des délits de presse qu'on me reproche. Or, les délits de presse en Belgique sont jugés devant les cours d'assises et ça fait plus de 100 ans qu'on n'a plus eu de cours d'assises mises sur pied pour un délit de presse. Donc voilà, ce sont des poursuites qui ne reposent sur rien, c'est totalement farfelu. Le seul objectif, c'est de me nuire et de salir ma réputation au niveau de l'opinion publique. Mais bon, je suis totalement serein et c'est pour ça que j'ai demandé la levée de mon immunité parlementaire et que hier, devant la Chambre du Conseil, j'ai demandé à être renvoyé devant le tribunal correctionnel afin de pouvoir être jugé publiquement des faits que l'on me reproche. D'accord, monsieur Louis, si je peux me permettre de rebondir maintenant, parce que vous venez d'évoquer un sujet qui est extrêmement délicat, qui est celui de la pédophilie, parce que si je comprends bien, vous avez quand même mis en évidence certaines listes de pédophiles, on va dire élitistes ou pédophilie d'État. Vous avez notamment mentionné le cas de monsieur Elio Di Rupo, qui est quand même le Premier ministre, c'est quand même quelque chose. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelles sont les étendues de ce véritable malaise en Belgique,
Belgique et en France d'ailleurs aussi, puisque en France, c'est quand même quelques personnalités qui se sont fait connaître à travers les pages noires de cette pratique qui est la pédophilie. Et notamment, est-ce que l'enquête menée autour de l'affaire Dutroux avance? Parce que si j'ai bien compris, vous avez quand même fait un espèce de trait d'union entre cette affaire Dutroux, on a toujours cru un maniaque qui œuvrait en solitaire, et puis les réseaux internationaux pédophiles élitistes. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé à établir ce trait d'union? Selon quel procédé? Quels sont vos arguments? Écoutez, ce qu'il y a de pire dans nos pays, que ce soit en France ou en Belgique, c'est la banalisation de la pédophilie. Aujourd'hui, on l'a pu voir ces dernières années, plusieurs responsables politiques, comme Frédéric Mitterrand, Daniel Cohn-Bendit, ou d'autres personnes en dehors comme Thierry Lévy, sont apparus sur des plateaux de télévision. Ils ont clairement abordé leur penchant sexuel pour les enfants. Ils ont dévoilé quelles étaient leurs pulsions, et tout cela en toute impunité, sans honte, sans que cela ne choque finalement personne. Moi, je me demande toujours dans quel monde on vit lorsque des responsables politiques de haut rang, Frédéric Mitterrand, même à l'époque, il était ministre en France, osaient avoir ce type de déclaration. C'est un scandale pour moi. Donc l'ennui, c'est que je ne vais pas dire aujourd'hui que tous les responsables politiques en Europe ou dans le monde sont des pédophiles. Bien sûr que non. Mais on sait très bien qu'on utilise des jeux de protection et d'appui pour justement permettre aux pédophiles de continuer à abuser des enfants. Le tout, c'est que tout ça est un jeu d'influence, en fait. Et ça, c'est extrêmement dramatique. Il y a des pressions, des protections qui existent au plus haut niveau de l'État, et c'est un peu un donnant-donnant. Et donc, malheureusement, les enfants sont instrumentalisés dans cette situation-là. Alors, au niveau du dossier Dutroux en Belgique, malheureusement, ce dossier a été mis totalement au frigo. On a totalement menti à la population, puisque lorsqu'on a décidé de scinder le dossier en deux, un premier dossier traitant uniquement de Marc Dutroux et de ses acolytes, et un second traitant des dysfonctionnements et des protections, eh bien, on avait promis à la population de continuer le procès sur les dysfonctionnements et les protections, le fameux dossier dit dossier bis, après le procès d'assises à Arlon, où Dutroux et ses complices ont été jugés. Malheureusement, il n'en a rien été. Dès que Dutroux a été reconnu coupable, le dossier bis a été totalement refermé. C'est la preuve justement qu'on ne voulait pas enquêter sur les éventuels réseaux et protections. Il suffit de savoir que par exemple dans la cage de Marc Dutroux, dans sa maison où ont été séquestrés ces malheureux enfants, eh bien, on a retrouvé des milliers de traces ADN, des traces ADN qui n'ont jamais été analysées. La justice a utilisé comme prétexte un prétexte financier, disant que ça coûterait trop cher. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est inimaginable. Ouais. Comment on peut mettre la vie d'enfant en jeu par rapport à des intérêts financiers. Faire des économies là-dessus. Ouais. Oui, je vois. Donc ici, moi, je demande bien évidemment qu'on rouvre ce dossier, surtout que cette semaine, et la presse belge en a fait largement écho, la presse française également, c'est que j'ai reçu un courrier de Marc Dutroux de plus de 200 pages, très clair, très précis, très développé, dans lequel Marc Dutroux, à côté bien entendu de délire psychotique, fait certaines révélations assez graves selon moi, implique de nombreuses personnalités, dont surtout des magistrats, mais également des responsables politiques. Bon, il se fait qu'ils sont tous responsables politiques socialistes. Ça, c'est pas de ma faute. Comme par hasard. C'est les révélations de Marc Dutroux. Oui, comme par hasard. Je dirais Frédéric Mitterrand, comme Bendit, sont quand même des gens qui ont beaucoup d'affinités avec la gauche également. Ah bah oui, c'est la tradition chez eux. Donc, voilà, c'est peut-être juste une coïncidence. Mais sur base de ces révélations, moi, je demande qu'on réouvre ce dossier bis. Malheureusement, je ne suis pas suivi.
ce qui est quand même assez dramatique, parce que si Marc Dutroux ne sait pas ce qui s'est réellement passé, je me demande bien qui est en mesure de nous dire la vérité dans ce dossier. Et malheureusement, en Belgique, on ne veut pas l'écouter. Donc c'est vraiment totalement absurde, parce que voilà, je pense que même si c'est un monstre, il faut écouter ce qu'il a à dire et écouter ses révélations, mais il n'y a vraiment pas de volonté politique. La thèse du prédateur isolé arrange tout le monde. Ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'on sait très bien qu'il y a énormément d'enfants qui disparaissent dans le monde chaque jour. Ce ne sont pas des enfants qui fuient, ce ne sont pas des enfants qui se perdent, ce sont bien des enfants que l'on kidnappe pour les livrer à des réseaux pédocriminels. Oui. C'est très important de parler de ce fléau, à mon avis. Pardon ? C'est très important de parler dans les médias, de parler de ce fléau de la société d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vous savez, chaque année, on dit, tel organisme qui s'occupe de la protection de l'enfant, comme par exemple Child Focus en Belgique, on a retrouvé 95% des enfants. Ok, c'est bien, mais les 50%, ils sont où ? Oui. Ça, par contre, personne ne pose la question, où sont-ils ? Ils se sont quand même pas évaporés dans la nature. Ils sont bien quelque part. Moi, c'est ce que je pointe toujours du doigt. C'est peut-être pour ça que je suis un empêcheur de tourner en rond et peut-être un emmerdeur où la personne à abattre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ces 5% que l'on ne retrouve pas. Parce que c'est là, justement, la clé de la pédophilie. Il n'y a que la vérité qui blesse, comme on dit. Ce que je peux constater, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique d'enquêter, de mettre à jour l'existence de réseaux. Nous avons tous connaissance de réseaux. Il suffit de voir aux États-Unis, chaque année, on démantèle des réseaux pédophiles. Il serait totalement utopique et stupide de croire que ça n'existe pas en Europe. D'accord. Monsieur Louis, donc maintenant je pense qu'on peut ouvrir le deuxième volet de notre conversation, qui sera un petit peu plus complexe, j'imagine, et qui portera notamment sur votre relation au passé maintenant avec le Parti Islam. Alors je transmets la parole à ma collègue Anna Karpova. Ah oui, donc c'est encore un problème de la société, c'est la crise de multiculturalisme que nous vivons maintenant. Donc en février dernier, vous avez évoqué devant le Parlement belge le danger de l'islamisation de la société belge, et un peu plus tard, vous ralliez votre cause à celle du Parti Islam, que cependant vous quittiez quelque temps après. Donc, pensiez-vous, comme certains hommes d'État en France, un peu par exemple, que l'islam modéré puisse faire face d'une manière efficace à une islamisation de la société à islam radicale, je veux dire. Oui, radical. Oui. Oui, Laurent Louis. Écoutez, oui, c'est vrai que j'ai évoqué le danger de l'islamisation qui pèse sur la Belgique. C'est surtout pour dénoncer la liberté que l'on donne à certains musulmans extrémistes, qui finalement ne représentent pas du tout la majorité des musulmans qui sont présents en Belgique. Alors à cette époque-là, je n'avais pas encore compris totalement la stigmatisation que les musulmans subissent. Et donc, je regrette un peu cette intervention, bien évidemment, qui aura participé une fois de plus à stigmatiser une communauté qui ne mérite pas le sort qu'on lui réserve. Néanmoins, je crois qu'aujourd'hui, il y a des extrémistes musulmans dans nos pays, des fous furieux qui veulent imposer la charia. Il faut les combattre de toutes nos forces, il faut les dénoncer. Mais je ne crois pas qu'il représente vraiment la communauté musulmane. Cette communauté est composée en priorité de personnes qui sont bien intégrées, qui respectent nos pays, qui respectent nos lois, qui respectent nos valeurs, et pour lesquelles ces extrémistes donnent bien entendu une très mauvaise image. Alors, maintenant, est-ce que l'islam modéré peut faire face à la montée en puissance de l'islamisme ? Tout dépend, bien entendu, de la place que les médias traditionnels donnent à ces groupuscules dégénérés, je pourrais dire, que sont par exemple des groupuscules comme Sharia for Belgium,
qui veulent instaurer la charia, qui veulent convertir de force les Belges, dont même le roi. Parce que finalement, moi, j'ai l'impression que ces organisations islamistes sont totalement manipulées pour servir une cause, à cause du sionisme international. Tout est bon aujourd'hui pour stigmatiser les musulmans. Et ça, je ne peux pas l'accepter. J'ai bien compris finalement qu'il y avait d'autres intérêts qui se cachaient là derrière. Alors moi, je suis bien entendu et je reste contre l'islamisation de la Belgique. Je ne suis pas là pour participer à ce funeste projet. Mais ce que j'ai compris ces dernières années, c'est que la grande majorité des musulmans, ils ne partagent pas le point de vue de ces quelques excités qui ne représentent personne finalement à part eux-mêmes. On peut dire aussi que ces groupuscules, ces mouvements doivent aussi certainement être financés par l'extérieur. Et donc justement, mon passage chez Islam, il visait à détruire les préjugés que l'on a sur les musulmans, parce que les musulmans, finalement, ils vivent la même réalité que les autres citoyens belges. Et ils n'ont pas tendance, eux, à vouloir dominer, tuer, voler, tout simplement parce que leur religion leur interdit. Et donc, est-ce qu'on doit parler d'islamisme? Je ne sais même pas. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, que l'on n'accuse jamais dans les médias, et qui sont pourtant des dictatures horribles, et qui, par le biais des pétrodollars et de la finance, eux, ils soutiennent des sectes telles que le wahhabisme, le salafisme, ou pire le takfirisme aussi, qui sont de véritables abominations. Voilà, ce sont des sectes. Le sionisme est également une secte selon moi, et c'est contre ces gens-là que l'on doit évidemment se battre. Mais il faut aussi que les musulmans modérés donnent une bonne image d'eux-mêmes et qu'ils combattent ces extrémistes. Bien souvent, on n'entend pas, malheureusement, les musulmans modérés s'exprimer et dénoncer les comportements des intégristes. Mais c'est aussi le rôle des médias, je pense, et des hommes politiques, c'est d'en fait donner une bonne image de l'islam et des musulmans en mettant en valeur ce qu'ils font de bien, plutôt que toujours les stigmatiser en montrant que ce qu'ils font de mal. Donc, je crois que c'est aussi une responsabilité que nous avons tous, apprendre à nous connaître, aller faire les pas l'un vers l'autre. Ça a toujours été mon objectif. C'est pour ça que je suis passé chez Islam, dans ce but de réconciliation, d'unité nationale. Ça n'a pas été possible parce que j'ai constaté que ces gens, finalement, étaient financés par l'État, orientés par l'État aussi pour défendre les intérêts du Maroc, dont on connaît les aspirations sionistes. Et donc voilà, j'ai été trahi sur cette base-là. Mais sinon, en soi, le projet était bon. C'est un projet que je continue à mener avec Debout les Belges, parce que je pense que dans une ville comme Bruxelles, où il y a 50% de musulmans, si nous continuons à voir les musulmans comme des terroristes en puissance, je crois que nous allons tout droit vers la guerre civile. Et donc je crois qu'aujourd'hui que nous avons un ennemi commun, c'est le pouvoir en place, l'oppression qu'il nous impose. Mais soyons clairs, une femme qui porte le voile n'est pas un danger. Une femme qui porte le voile ne pose pas un problème pour les Belges. Je ne vois pas où est la difficulté. Le problème, c'est les dérives des banques, c'est les taxes qu'on nous impose qui sont toujours plus élevées, mais qu'une personne ait un foulard sur la tête, sincèrement, ça ne devrait rien changer. Et c'est pour ça que moi, je suis pour qu'on expurge de la scène publique toutes ces questions, finalement, qui ne sont que des questions qui sont là pour opposer les citoyens, alors que nous avons tous intérêt à aller les uns vers les autres et à travailler main dans la main. D'accord. Monsieur Louis, ma dernière question, que je vais abréger un petit peu, parce que là, je fais tout un pâté de questions pour la quatrième. Alors, quel est votre point de vue sur le lynchage médiatique qui est maintenant aussi en train de subir l'humoriste franco-camerounais Dieudonné Mbala? Bon, bien sûr, c'est un lynchage qui a dégoûté plus d'un. Moi, j'en fais effectivement partie. Mais ceci dit, donc, il fait un lynchage qui montre tout à fait qu'en France, la liberté d'expression n'est qu'une misérable chimère, qu'on soit bien d'accord là-dessus, avec un monsieur Valls qui pique des
des crises d'hystérie absolument irrationnelles par rapport à cet homme qui en fait ne fait que dire la vérité, sans plus. Mais ceci dit, j'ai quand même été un petit peu perplexe, je suis restée un petit peu perplexe lorsque j'ai lu cet extrait de l'intervention de M. Dieudonné qui a eu lieu à la télévision iranienne le 4 décembre, que je me permets de citer. Alors là, je fais la lecture. Les valeurs islamiques arrivent partout dans le monde et c'est pour cela que le sionisme développe une communication islamophobe aujourd'hui. Ça, d'accord. L'ennemi numéro 1 de la démocratie pour le sionisme, c'est l'islam. D'accord. Et ensuite, il faut convaincre les chrétiens, comme cela se passe actuellement au Liban, d'arriver dans ce grand mouvement islamique. L'islam, dit-il, c'est la porte vers la liberté. Fin de citation. Alors, monsieur Louis, n'y a-t-il pas ici, comme, je peux me tromper bien sûr, mais enfin bon, comme une touche de propagande voilée, enfin plus ou moins voilée, en faveur du communautarisme musulman sur le territoire européen, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'Europe, historiquement, c'est un organisme chrétien et non pas musulman. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je me trompe? Écoutez, tout d'abord, moi, j'exprime mon soutien total à Dieudonné, qui est, comme moi, un grand combattant de la liberté d'expression. Oui. Pour ce qui concerne ses propos, je peux dire que je les comprends. Je les comprends parce qu'aujourd'hui, les musulmans, en Europe, ils dérangent. Ils dérangent qui? Ils dérangent ceux qui veulent nous imposer la laïcité. Alors forcément, je constate que les musulmans tiennent à leur religion. Nous, les chrétiens, on a tout fait ces 50 dernières années pour nous ôter tout goût à la religion. C'est un projet maçonnique, évidemment, et satanique. Parce que là derrière, en oubliant nos valeurs chrétiennes, on en arrive dans une société où on tolère tout et n'importe quoi. Je vais prendre des exemples très simples. Le mariage pour tous en France, par exemple, au nom de la laïcité, eh bien, ça passe. Encore cette semaine, le débat autour de l'IVG. Bientôt, si on suit les propos de Mme Belkacem, la porte-parole du gouvernement français, les femmes pourront avorter aussi facilement que d'aller chez le coiffeur. Ce sera un acte d'une extrême banalité. Je suis désolé, mais cette fameuse laïcité entraîne une démoralisation totale de notre société. On accepte tout, il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de valeur. Et donc, par rapport à cet état décadent que l'on veut nous imposer, les musulmans dérangent. Parce que chez eux, il y a encore des valeurs, il y a encore des principes, il y a une certaine éthique qu'ils ne souhaitent pas abandonner. Il y a une certaine pudeur. Aujourd'hui, on voit que la pornographie est omniprésente partout. Vous promenez dans les rues, vous ne voyez que des femmes à moitié à poil. C'est la même chose à la télévision. Il y a encore cette pudeur chez les musulmans. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu la cible. Les musulmans sont la cible, les cibles à abattre. Et donc, je suis conscient et je partage l'avis de Dieudonné, c'est que si on appliquait dans nos pays les principes de l'islam, ou plus généralement les principes de la religion, parce que je pense que là c'était pour une télévision iranienne, donc il parlait de la religion musulmane, c'est normal, mais parlons plus globalement, si nos dirigeants menaient une politique calquée sur des principes éthiques et religieux, je pense que nous ne vivrions pas dans une société aussi décadente que celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où l'argent est devenu l'élément central, tout tourne autour de ça. C'est le dieu, on parle du dieu dollar, mais c'est la réalité, c'est le dieu euro également. Oui. Et donc je pense que c'est ça que Dieudonné veut soulever, c'est que nous vivons dans un monde où il n'y a plus d'éthique, où il n'y a plus de morale, et donc n'ayons pas peur de lutter contre cette laïcité qu'on veut nous imposer. Nous avons des valeurs, des coutumes chrétiennes, conservons-les et surtout essayons de les appliquer au quotidien et surtout au niveau de la gestion politique. La religion, c'est l'ouverture aux autres, c'est la compassion, c'est la générosité, c'est le respect des individus. Vous voyez, c'est tout ce que nos responsables politiques ne respectent plus aujourd'hui. D'accord. Monsieur Louis, merci beaucoup pour cette réponse exhaustive. Le problème, c'est que notre temps est écoulé, donc j'aurais aimé vous entendre encore et encore. Mais bon, ceci dit, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur notre plateau télévisé de La Voix de la Russie et en vous souhaitant beaucoup de courage dans le combat que vous menez, je dirais très courageusement. Oui, bon courage et succès dans votre bataille. Merci beaucoup, monsieur Louis. Au revoir. Merci. Plaisir de vous retrouver. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.